Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 30 novembre 2017, Chantal Lavoie, réélue préfet, nous partage ses impressions à la suite de sa première rencontre avec le tout nouveau Conseil des maires et mairesses. Nous avons assisté à la séance d'information publique du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports concernant le nouveau tracé de la route 132 à Valbriand. Chloé Paquette nous donne quelques trucs pour gérer un salaire irrégulier. Le salon Aventure à Cozabscaz sera de retour en avril prochain et les exposants doivent déjà réserver leur place. Le Centre chrétien dévoile le nombre de boîtes cadeaux qui seront expédiées outre-mer grâce à votre générosité et vous invite à un souper-concert au profit du projet musique de l'école primaire de Valbriand. Nanny Godet vous propose des ateliers sur l'anxiété et nous terminons avec une nouvelle section dans cette émission, le Babillard Express de la vallée de la Matapédia. Mais d'abord, voici une entrevue que nous avons obtenue avec M. Rémi Massé lors de son dernier passage chez nous. Super beau! T'es allé où? Chanceuse. Très belle photo. La madame fait toujours sa fraîche avec les autres femmes. Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu resterais peut-être chez vous. Oh non! Qui a écrit ça? T'aimes donc ben ça avoir l'air de vergondé. À ta place, j'aurais honte. Ben voyons donc. Écrire de pareilles affaires? T'as pris ton argent où pour faire ton voyage? T'as sûrement trouvé un homme avec de l'argent. Pauvre lui, il a pas fini de payer avec toi. Qui a écrit ça? Oh oui, je le sais. C'est la femme au restaurant l'autre fois qui m'a dénigré devant tout le monde. Depuis 3 mois, chaque fois que j'écris sur ma page Facebook, elle ajoute toujours des mauvais commentaires. Mais voyons donc, je vais passer pour qui, moi, là, devant mes amis? Ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce que je vais faire? L'intimidation peut se produire dans une interaction où il n'y a pas de lien entre l'intimidateur et l'intimidé, ou même dans une interaction où il n'y a pas eu de contact entre les individus, comme par exemple la cyber-intimidation. Dans ce cas-ci, cette forme d'intimidation constitue un acte criminel. Renseignez-vous auprès des services policiers si vous croyez en être victime. M. Rémi Massé avait été invité pour le lancement de l'étude d'impact socio-économique des membres de la Corporation de développement économique de la Matapédia. Nous en avons profité pour l'inviter en studio afin de discuter des sujets chauds de l'actualité et d'une invitation qu'il était vraiment heureux d'adresser aux jeunes âgés entre 14 et 20 ans. Monsieur Massé, vous étiez ici pour une invitation que vous avez eue au lancement d'études d'impact socio-économique des membres de la CDC. Dites-moi, j'aimerais qu'on parle d'abord de d'autres sujets qu'on entend beaucoup parler dans les médias, dans l'actualité, comme par exemple la légalisation de la marijuana. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, pour moi, légalisation, ça veut aussi dire encadrement, ça veut dire réglementation. Je pense que les gens le savent. Je suis père de 4 jeunes garçons. Le plus vieux a 10 ans, le plus petit a 4 ans. Donc, pour moi, c'est clair qu'il faut sortir l'argent des mains du crime organisé. Il faut assurer un meilleur contrôle parce que
l'approche qui a été prise à venir jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. Donc, pour moi, il est clair que l'approche qu'on prend, c'est la bonne, c'est-à-dire qu'on encadre, on réglemente, on s'assure que ceux qui conduiront avec les facultés affaiblies par la marijuana, qui soient arrêtés, que les policiers, que nos forces policières aient les outils nécessaires, aient les outils législatifs aussi nécessaires pour pouvoir procéder à leur arrestation. Même chose, ceux qui vendent du cannabis à des jeunes, qu'on puisse aussi les arrêter et donc s'assurer qu'il y ait les peines qui sont associées pour pouvoir justement éliminer ce type de criminalité-là. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place ce projet de loi-là. Donc, et on est bien content. On a fait beaucoup de consultations avec les provinces. Québec vient d'annoncer, coïncidence, aujourd'hui, justement, un peu le plan de match, les grandes lignes du plan de match québécois. L'Ontario a fait la même chose, donc les autres provinces embarquent. Et puis, voilà, c'est une approche qui, à mon sens, a le mérite d'être bien encadrée. Et puis, on espère et on le souhaite et on croit que ça aura les impacts positifs, là. Il y avait au niveau du Sénat que c'était pas nécessairement évident. Est-ce qu'il y a eu du développement à ce niveau-là? Bien là, présentement, le projet de loi est à l'étude à la Chambre des communes. Donc, les débats ont cours présentement. Et puis, ça ira éventuellement du côté du Sénat. Et puis, les sénateurs pourront débattre eux aussi du projet de loi. Et puis, on pense que c'est bien dans notre démocratie d'avoir nos sénateurs qui puissent examiner de façon détaillée certains autres projets de loi. Des fois, il y a peut-être des choses qu'ils souhaitent proposer qu'on pourra examiner. Mais on a une bonne équipe de travail avec notre gouvernement pour s'assurer qu'on met les bonnes mesures en place. Et moi, j'ai la chance de côtoyer plusieurs sénateurs lorsque je suis à Ottawa. Donc, on échange. Et puis, justement, ça fait partie de l'approche, s'assurer qu'on puisse échanger, communiquer, discuter avec les sénateurs, donc clarifier certains éléments. Donc, on compte bien on pense bien que les sénateurs vont être réceptifs là, au projet de loi. Et il y a un autre dossier, évidemment, dans notre communauté qui nous affecte beaucoup, c'est le bois d'œuvre. Oui, bien évidemment, évidemment, les droits compensatoires punitifs là, qui nous ont été imposés l'an dernier. On avait dit clairement qu'on entreprendrait des démarches pour s'assurer qu'on puisse contester ces droits compensatoires-là. Donc, c'est ce qu'on a fait lundi. Donc, lundi, la ministre des Affaires étrangères a annoncé qu'on allait contester légalement devant l'ALENA, qui nous donne, avec l'entente, il y a le chapitre 19 là, qui nous permet de justement passer à travers un processus de contestation. Donc, le recours a été amorcé. Il y a évidemment plusieurs étapes, mais bon, toutes les contestations qu'on a faites par le passé, on les a gagnées. Donc, on est convaincu qu'on va encore une fois gagner. Entre-temps, les choses vont quand même assez bien parce que le prix du bois d'œuvre se maintient de façon très, très élevée. Donc, c'est bon. Évidemment, les catastrophes naturelles qui ont eu lieu au cours des derniers mois aux États-Unis font en sorte que la demande pour notre bois d'œuvre est encore très importante. Et on a mis en place des mesures financières, des programmes, donc 867 millions via des organismes fédéraux comme la BDC ou EDC, qui sont là pour pouvoir accompagner nos producteurs forestiers, nos entreprises pour les aider à les rendre plus productifs, les transformer, pour s'assurer qu'ils puissent passer peut-être à deuxième, troisième transformation. Donc c'est une opportunité, je pense, pour l'industrie de se moderniser et puis aussi pour pouvoir voir d'autres marchés d'exportation. Le ministre du Commerce international est allé en Asie, est allé un peu partout sur la planète justement pour vendre notre bois et ça fonctionne drôlement bien. Il y a un intérêt grand. Donc on continue d'appuyer l'industrie forestière, nos travailleurs forestiers, parce que c'est une industrie importante d'un point de vue économique chez nous, là. Alors, deux beaux gros dossiers. Et il y avait aussi la téléphonie cellulaire. Ça l'a quand même avancé. Oui, bien surtout, je vous dirais, au niveau de la couverture Internet. Donc, les gens le savent. On a déposé une pétition il y a quelques mois déjà de ça pour réclamer une meilleure couverture, une meilleure accessibilité aux services Internet de haute vitesse. Donc, notre gouvernement nous a écoutés, mis en place un programme qui s'appelle le programme Branché pour innover,
avec un demi-milliard de dollars partout à travers le Canada. Donc, il y a eu des bonnes nouvelles au cours des dernières semaines. Donc, on a annoncé la première investissement dans le coin de Robertval avec le ministre Baines. Il y a d'autres annonces qui s'en viennent au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Et moi, je compte bien sur notre gouvernement pour faire des bonnes annonces ici dans la région parce qu'on a besoin d'un sacré bon coup de main. C'est pas normal que des régions comme la nôtre ne puissent pas bénéficier de services adéquats. Je l'ai répété souvent, moi, je suis dans un petit village qui s'appelle Saint-Léandre et je peux vous en parler, là, que, évidemment, le service Internet, ce qu'on a, nous, c'est de la basse vitesse. Et puis, mes enfants aiment bien regarder de temps en temps les plateformes numériques. Et puis, à partir du moment où j'ai un de mes garçons qui embarque là-dessus, donc c'est impossible de regarder mes nouvelles. Donc, j'avais parlé à l'époque avec le président de l'association qui était responsable, là, justement, des distributeurs de services Internet, puis je leur avais signifié, évidemment, la problématique. Donc, ils avaient été bien réceptifs. Donc, notre gouvernement a montré présent et donc, j'ai hâte qu'on puisse faire des annonces positives avec des bons investissements chez nous, là, rapidement. Alors, des beaux dossiers très intéressants et peut-être que ça pourrait intéresser aussi les 14-20 ans qui seraient invités à faire partie du Conseil jeunesse d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Dites-moi d'où vient cette idée? Bien, je vous avoue que c'est une idée du premier ministre, Justin Trudeau, qui est aussi le ministre de la Jeunesse. Donc, en campagne, on s'était engagé à s'assurer qu'on puisse faire participer nos jeunes, justement, dans comment dire, les projets, s'assurer qu'ils puissent participer à la vie politique, parce que c'est les jeunes que j'ai rencontrés, moi, depuis les 2 dernières années, depuis que je suis député. C'est des jeunes qui sont... On voit l'étincelle dans les yeux. C'est des gens qui s'impliquent dans la vie publique, qui veulent participer au développement régional. Donc, et je leur disais, ça s'en vient, là, je vais constituer un conseil jeunesse très bientôt. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. J'aurais aimé le faire plus tôt. Évidemment, on a plusieurs projets importants. On a investi près de 80 millions de dollars au cours des 2 dernières années. Donc, on a poussé là-dessus et bon, à un moment donné, c'est le temps qui a manqué. Mais donc, très fier cette semaine d'annoncer un appel de candidature pour les jeunes de 14-20 ans de faire partie du Conseil jeunesse d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Et dès le lancement, dès qu'on a mis ça sur Facebook, j'ai déjà eu des messages sur Messenger de jeunes qui souhaitaient s'impliquer. Donc, agréablement surpris. Et je ne devrais pas être surpris parce que je sais qu'ils sont très intéressés par leur implication déjà. Donc, c'est ça. Le conseil va prendre forme au cours des prochaines semaines. Et puis, l'objectif, c'est d'avoir des rencontres avec les jeunes pour pouvoir les écouter, les entendre sur leurs enjeux, sur les opportunités, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux les appuyer dans le contexte de notre gouvernement. Moi, en échange, je leur ai dit que les conclusions, ce qui va ressortir de ces rencontres-là, je vais amener ça directement au premier ministre, à notre gouvernement, pour qu'on puisse continuer d'appuyer les jeunes en région. On va leur faire rencontrer aussi des leaders de différents milieux, que ce soit du domaine économique, du domaine social, du domaine artistique, culturel. Et vous faisiez mention tout à l'heure de la rencontre qu'on a eue avec la CDC, la Corporation de développement communautaire de la vallée de la Matapédia. Et c'est ce que je leur ai dit. Je lui ai dit, parce qu'ils cherchaient davantage l'implication des jeunes dans les conseils d'administration. Et je leur ai dit, moi, je me fais un devoir, dès la constitution du conseil, de leur partager, justement, ce que la CDC souhaite pour nos organismes et de faire rencontrer, justement, des acteurs du milieu communautaire pour dire comment c'est important de s'impliquer dans nos communautés parce qu'il y a des gens dans notre circonscription, il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'un coup de main, des gens qui ont des limitations fonctionnelles, des gens qui ont plus de difficultés que d'autres. Il y a évidemment des situations de pauvreté dans certains coins de nos municipalités. Donc, ça fait partie du mandat aussi de s'assurer qu'on puisse aider de la meilleure façon possible l'ensemble des citoyens de notre circonscription. Donc, la situation économique s'améliore grandement. Donc, 500 000 emplois qui ont été créés depuis les derniers mois, taux de chômage qui baisse. Et ça crée d'autres situations, ça crée une pénurie de main-d'œuvre. Dans la région, j'étais à Carleton il y a quelques heures et puis juste avant de partir à Matane, j'étais, je vous dis pas où, là, mais j'étais dans un commerce et on me disait, bon, on cherche la main-d'œuvre pour pouvoir remplir les postes qui sont vacants. Même chose à Carleton, des restaurants qui ont dû fermer sur l'heure du dîner, quelque chose qui ne s'était pas vu
en 52 ans. Donc, c'est une entreprise qui fonctionne depuis 52 ans, puis c'est la première fois qu'ils doivent fermer le restaurant sur l'heure du midi parce qu'il manque de main-d'œuvre. Donc, la situation économique va bien. Il faut être capable d'attirer des gens chez nous. On pourrait parler pendant des heures, on pourrait parler d'immigration, on pourrait parler de travailleurs étrangers, on peut parler justement d'assurance-emploi, bref. On travaille très, très fort là, pour s'assurer que nos milieux puissent continuer de se développer et justement que notre région, parce que c'est une région qui est magnifique. Donc, on a tout ce qu'il faut chez nous. Donc, on a des infrastructures de qualité, on a des entrepreneurs qui sont engagés, on a des jeunes qui sont talentueux, des artistes qui sont créatifs, des jeunes un peu plus, des gens qui s'impliquent bénévolement tous les jours. Donc, on est chanceux. On vit dans une belle région. Il reste encore du travail à faire, mais c'est vraiment une région magnifique. Alors, ces jeunes entre 14 et 20 ans qui aimeraient être un peu les sentinelles de notre région pour pouvoir vous rapporter leurs idées, ils peuvent s'inscrire jusqu'au 15 décembre et c'est sur votre site internet remymassé.ca. C'est en plein ça. Toute l'information est là-dessus et je les invite en grand nombre à poser leur candidature et j'ai bien hâte d'annoncer la création, la constitution comme telle avec les membres qui font partie du Conseil jeunesse. Là, j'ai bien hâte qu'on puisse démarrer ça. Alors, merci beaucoup de votre passage, M. Massé, et à la prochaine fois. Merci. Merci, c'est gentil. Merci de me recevoir. Pour bien comprendre le fonctionnement et la situation financière de votre télévision locale, voyez l'Assemblée générale annuelle de la TVC de la Matapédia sur nos ondes du 2 au 5 décembre prochain ou en tout temps au tvcmatapédia.com. La TVC de la Matapédia, on s'y retrouve partout. Poursuivons en politique avec Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. Chantal, c'est notre première rencontre depuis que tu as été réélue. Dis-moi, ta rencontre avec les maires et la mairesse, comment ça s'est passé? Bien, évidemment, quand on débute un nouveau mandat comme ça, c'est le fun de rencontrer les nouvelles personnes. Il y a des gens qui sont nouveaux autour de la table, mais qu'on connaissait aussi, parce qu'il y en a qui étaient conseillers municipaux. Donc, c'est sûr que c'est toujours énergisant de se rencontrer tout le groupe ensemble. Je pense que les gens ils étaient très allumés, ils étaient dynamiques, ils avaient le goût d'être là. Ça, c'est le fun aussi de voir ça. Évidemment, on tombe dans un gros dossier en partant quand on a des nouveaux élus. Là. La nomination après les élections, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on tombe dans l'exercice du budget de la MRC, qui est quand même un exercice important puis lourd, on va le dire aussi. Mais la première rencontre, la première partie de cette rencontre-là, c'était vraiment de mettre au fait de tous les services de la MRC, de toutes les responsabilités aussi de la MRC, tout ça. Et ensuite, on commençait l'analyse du budget, mais on va faire plusieurs rencontres de travail. Là. C'est comme je disais, c'est quand même un travail important et on le fait de façon laborieuse. C'est laborieux, mais on le fait de façon à bien prendre le temps de voir les choses aussi, d'expliquer les choses. Mais souvent, les élus qui arrivent comme ça, on parle de 9 nouveaux élus sur le conseil de la MRC. Ce n'est pas rien, c'est 50% quand même du corps là, du conseil là, qui change. Donc, il faut prendre le temps aussi de bien les accueillir. Puis c'était aussi le but de cette rencontre-là. Mais ceci dit, pour répondre comme il faut à ta question, je pense que moi, j'ai été très enchantée de cette rencontre-là, de voir les gens très intéressés, des gens qui avaient le goût d'avancer. Donc, moi, je suis positive. Je suis positive dans la vie, mais cette fois-ci, je vous le dis, là, je pense que c'est un beau conseil, puis je pense qu'on va avoir des belles discussions, puis qu'on va être capable de faire quelque chose d'intéressant pour les 4 prochaines années, tout le monde ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes aussi qui sont entrées, pas comme mairesse, il y en a une, mais au sein des conseils municipaux, c'est vraiment intéressant. Là, il y a une belle parité, je dirais. Bien, j'ai pas fait le calcul. On parle de parité, justement, mais j'ai pas fait le calcul. Mais effectivement, on a quand même une belle représentation féminine, je pense, dans l'ensemble des conseils municipaux. Et là aussi, on a vu beaucoup de changements, beaucoup de jeunes aussi. Je pense que c'est important de le nommer. On a beaucoup de jeunes qui se sont présentés aussi. Fait
que moi, je trouve ça intéressant. C'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de travailler. Ça rafraîchit, ça amène du sang neuf, puis c'est toujours le fun. Les élections, ça a son lot de conséquences, mais ça a aussi une belle énergie qui s'en dégage. Puis c'est bien. Moi, je pense qu'on s'en va vers quelque chose, effectivement, au niveau les femmes, mais les jeunes. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait plus de femmes, mais les jeunes, moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant aussi parce qu'on entend tellement parler que les jeunes se désintéressent alors que je sens pas ça, moi, sur le terrain. Puis je pense que l'élection qu'on a vécue, je pense qu'on voit justement qu'il y a beaucoup de jeunes puis de l'intérêt en ce sens-là. Il y en a plusieurs qui ont été élus. Il y en a d'autres qui s'étaient présentés qui n'ont pas été élus aussi. Mais il faut prendre le temps de regarder ces candidatures-là parce qu'il y avait quand même un intérêt puis un désir de s'impliquer. Puis moi, je pense que c'est intéressant pour notre région, puis c'est à prendre en considération, là. Et c'est des nouvelles idées probablement qui vont émerger. Justement, les dossiers qui s'en viennent, on n'approfondira pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'en vient à part le budget, évidemment? Bien, évidemment, là, ça va être un nouveau conseil, 9 nouvelles personnes autour de la table. Ça va être de créer cette synergie-là. C'est quelque chose quand même qui est intéressant. Quand on arrive comme ça, les nouveaux élus qui arrivent ou même ceux qui sont là depuis quelque temps, il y a des décisions qui ont déjà été prises et tout ça là, par rapport au budget qui viennent teinter ce budget-là. Donc, l'appropriation de tout ça va devenir aussi quelque chose d'intéressant pour qu'éventuellement, le prochain budget, en 2018, là, à l'automne 2018, ben là, les gens vont pouvoir s'impliquer davantage dans tout ça. Mais l'activité d'intégration ou d'accueil qu'on a fait, c'était aussi pour leur permettre de pouvoir le faire dès cette année. Parce que c'est toujours important, cette analyse-là, de poser les questions puis de pouvoir voir. Mais les dossiers, évidemment, ben on sait, hein, c'est souvent les mêmes encore. On parle de développement économique, on parle on sait qu'à la MRC, on a engagé une nouvelle ressource et une autre qui s'en vient bientôt. Donc, au niveau touristique, une autre en agroforesterie. Donc, c'est des créneaux aussi qu'on veut se pencher davantage, qu'on veut aller plus loin là-dedans. Mais il y a toute la mécanique aussi au niveau, on sait, il y a des dossiers au niveau des routes, au niveau de la téléphonie cellulaire, au niveau de l'Internet. Ces dossiers-là se poursuivent effectivement. Toute l'attractivité du territoire, l'éco-territoire, évidemment, pour pas... Fait qu'ils ne sont pas nécessairement en ordre, mais il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever. Puis je pense qu'on est prêt. Moi, en tout cas, la campagne électorale m'a beaucoup énergisée. Puis d'aller parler avec les gens, de voir un peu justement l'intérêt des gens, tout ça. Avec un nouveau conseil, on va revoir des choses, des façons de travailler. On va essayer d'améliorer les choses. Bien, c'est une énergie qui est là. Puis je ne suis pas la seule à la partager. Je l'ai senti au conseil. Puis même au niveau, je dirais, des employés de la MRC, évidemment, la construction de notre nouveau bâtiment, c'est ça que c'est une énergie aussi qui se dégage, puis on voit les travaux avancer, fait que c'est quelque chose aussi qui peut être motivant puis qui peut être ressourçant là, pour les prochains dossiers aussi. Donc, on prend tout ça un jour à la fois, évidemment, mais on a des beaux défis, puis on est prêt. Je pense qu'on est là, puis on est prêt pour ça. Et on sait que tu es ouverte à la population, donc s'il y a des gens qui veulent te joindre, c'est possible de t'appeler ici. Évidemment, j'essaie de toujours laisser beaucoup de place aux gens. J'écoute beaucoup les gens, effectivement. Je me déplace aussi. Les gens peuvent venir me rencontrer, mais je me déplace aussi pour les rencontrer. Évidemment, j'essaie de donner la réponse, pas toujours la réponse que les gens veulent, malheureusement, mais la réponse exacte. Et quand j'ai pas l'information, je la cherche. J'essaie de la trouver. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours... Il y a des dossiers, des cas par cas aussi, des fois qu'on doit travailler avec d'autres personnes, ou référer à des municipalités parce que la MRC ne peut pas non plus prendre le rôle des municipalités, mais on travaille en équipe, alors je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler, mais effectivement, j'ai toujours eu ce désir-là et je l'ai toujours, parce que si je suis là, c'est d'abord et avant tout à cause que les gens m'ont choisi, donc je vais leur donner cette importance-là aussi, mais je suis une fille qui aime les gens puis qui travaille avec les gens parce que ça ne donne rien si on travaille. Je ne travaille pas pour moi, je travaille pour eux, alors c'est important qu'on communique ensemble. Alors, merci beaucoup, Chantal, et bon retour. Bien, merci beaucoup. Puis, encore une fois, merci beaucoup de votre travail puis de m'offrir l'opportunité de parler à la population. C'est important, l'information, c'est important que les gens sachent justement ce qu'on fait à la MRC puis les dossiers chauds et tout ça. Fait que vous m'offrez cette opportunité-là. Je vous en remercie vraiment beaucoup pour les gens. Merci. Ah, le temps des fêtes et ses traditions.
la dinde de Sonia et ses atokas, Charlie et son beau petit costume, le fameux pain sandwich et les... Ouais, non, merci ma tante, j'ai plus faim. Le sapin, puis... Hey, les cadeaux! La grande table et la pauvre allonge. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. De nombreuses personnes se sont présentées à la Cédrière de Valbriand jeudi dernier pour en apprendre davantage sur le nouveau tracé de la route 132 qui sera construit afin d'éviter la fameuse courbe en S. M. Yves Berger, directeur général du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, a commencé cette présentation en précisant qu'il s'agissait du plus gros projet au Bas-Saint-Laurent. Un projet qu'on évalue entre 25 et 50 millions, c'est quand même un gros projet en amélioration. C'est le plus gros projet au Bas-Saint-Laurent. Donc, on est très content de venir vous faire la présentation. Bien sûr, on aurait voulu venir un petit peu plus tôt en saison, mais à cause du contexte des élections municipales, on a préféré attendre après que tout ça soit réglé dans toutes les municipalités. Et là, on est ici pour se parler, échanger sur le projet. Guillaume et Serge vont vous présenter des sections de la présentation. Et après, on se réserve du temps pour nous tous ici, vous tous ici, là, poser vos questions, pour dire si on a des choses, des interrogations. Vous vous gênez pas, on est là pour ça. Voici maintenant M. Guillaume Bernier, chargé de projet et ingénieur pour le même ministère. Donc, le projet de réménagement et de reconstruction de la route 132 se situe à Valbriand, sur la route 132. Et il débute 150 mètres, plus ou moins 150 mètres à l'ouest du chemin du Jonco et se termine pas mal la même affaire, 150 mètres à l'est de la route Lausier, pour une longueur totale de 2,7 km. Les données de circulation sur la route 132 à la Valbriand sont de 4 700 véhicules jour annuels et l'été, ça monte jusqu'à 5 800, dont 19 % de véhicules lourds. La vitesse affichée dans le secteur présentement est de 90 km/h. Le ministère a accepté, à la demande de la municipalité, de réduire à 70 km/h un tronçon près du viaduc et en avant de la cantine, question de sécurité. Secteur qui sera remis à 90 à la fin des travaux, lorsque la route sera revenue dans son nouveau tronçon. Et la route existante est présentement à 2 voies en secteur rural. Ce dernier a poursuivi en énumérant les ententes qui avaient été conclues avec divers ministères ainsi que le CN avant de spécifier qu'il restait encore quelques terrains à acquérir. Le voici de nouveau. Les dossiers d'acquisition sont en cours. La majorité sont réglés. Il y avait 23 dossiers d'acquisition pour l'ensemble du projet. Il y a 16 dossiers qui ont été réglés de gré à gré avec Mme, possiblement les personnes dans la salle, vous la connaissez, Mme Josée Tanguay. Et les 7 autres dossiers sont en cours d'acquisition au tribunal administratif du Québec. Et présentement, le déplacement des poteaux électriques a débuté cette semaine et devrait être complété pour ce printemps, incluant la ligne électrique TELUS et Cogeco-Câble. C'est ensuite M. Serge Ruet, ingénieur de la firme Tetratec, qui s'est adressé à la foule pour énumérer les impacts engendrés par ce nouveau tracé. OK. Dans le cadre du projet du ministère des Transports, il a été convenu avec la municipalité qui allait profiter de l'occasion pour prolonger les services municipaux. Donc, sur la rue des Cèdres, l'égout domestique va être prolongé jusque dans le secteur face à la cantine environ. De là, on va installer un poste de pompage qui va refouler les égouts sur la rue Saint-Pierre. Puis là, ça va prendre le réseau municipal normal pour éventuellement être traité. Donc, il n'y a aucune quantité d'eau usée qui va être rejetée au lac sans traitement. Ça va être vraiment tout traité. Donc, en même temps, ils vont poser également une conduite d'aqueduc pour avoir une meilleure circulation d'eau, parce que présentement, il y a 2 extrémités. La rue des Cèdres et la rue Saint-Pierre, c'est des extrémités de réseau. Donc, c'est des eaux en bout de ligne qui ne circulent pas à travers le réseau. Il n'y a pas une circulation avec d'autres rues. Fait qu'à ce moment-là, ça fait des bouts morts. Donc, c'est plus l'accumulation de dépôts qui peut se faire. Là, étant donné qu'on va avoir une circulation d'eau, ça va être mieux pour la qualité de l'eau. Après ça, il y a un poste de pompage qui va se faire encore là, comme je disais tout à l'heure, mais il va être en face de la cantine environ. Puis les eaux vont être refoulées à la rue Saint-Pierre. En gros, c'est les seuls travaux municipaux qui vont être
intégrés au projet. Le reste, c'est uniquement des travaux MTQ. Toutes les infrastructures souterraines, c'est-à-dire l'égout pluvial, les bordures, les trottoirs, les glissières de sécurité, en partie seulement, tout ce qui est infrastructure souterraine qui risquerait d'endommager la structure sont faits plus tard. Donc, tout va se faire dans les environs de la structure à partir de l'an prochain. Puis ça va se terminer normalement en 2019. Puis la prochaine phase, après que la structure ferroviaire est construite, puis tout l'émissaire ici, c'est la phase principale, là, c'est ramener la circulation ferroviaire sur la nouvelle structure, puis là, construire toute la chaussée. Okay? C'est pour ça que le projet, c'est long à réaliser, parce qu'il y a des phases à suivre. Si on ne suit pas ces phases-là, il va y avoir une obstruction au niveau des trafics ferroviaires, la circulation routière aussi. Fait que, normalement, tout va être séquencé pour essayer de réduire le plus possible les inconvénients aux usagers de la route puis les inconvénients aux gens de la municipalité. Mais il faut dire que, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça va bouleverser un petit peu le secteur pour un certain temps, mais je pense que ça vaut la peine d'être patient pour profiter du résultat par après. Nous revenons avec Guillaume Bernier qui précise ce qui adviendra de l'ancienne route 132. La route 132, l'ancienne route 132, incluant les 2 bretelles d'accès, sera remis à la municipalité. Au préalable, le ministère améliorera le drainage avec le creusage de fossés et réasphaltera l'ensemble du tronçon à neuf. Il y a le viaduc ferroviaire et tout que la municipalité désirait conserver pour préserver l'accès au lac. Ce dernier sera remis. Présentement, ce dernier appartient 50 au ministère des Transports, 50 au Canadien national. La partie ministère des Transports sera remise à la municipalité. Il a été convenu que ce viaduc soit remis à neuf avant le transfert. La halte routière existante, il a été convenu que le ministère consentait à investir pour améliorer la halte routière existante, vu l'abandon du concept d'une nouvelle halte le long de la nouvelle route 132. Ces travaux d'amélioration de la halte existante seront intégrés à même les travaux du ministère en 2020 et 2021. M. Yves Berger a conclu en rappelant l'ampleur des travaux à exécuter. Donc, le CN prend en charge ces travaux. Donc, ce n'est pas des travaux qui... Oui, c'est le ministère des Transports qui défraie les coûts des travaux au CN, mais c'est le CN qui prend en charge. Exemple, cet automne, il y a des travaux de déviation de voies ferrées. C'est le CN qui s'est occupé de son appel d'offres. Et la même chose, comme disait Guillaume tantôt, au niveau conception, construction de la structure du CN, c'est le CN qui prend ça en charge des travaux. Et on ne peut pas mettre 2 entrepreneurs en même temps, donc vous comprenez qu'à cause des sécurité, logistique de circulation dans le secteur, si on aurait fait des travaux tous simultanément, ça aurait été vraiment problématique pour le secteur. Puis on a des règles aussi au niveau santé-sécurité que 2 entrepreneurs ne peuvent pas être dans un même chantier au même moment. Donc, on se doit de travailler par phasage. Et à l'été, on parle à l'été 2019, ce sera les travaux de connexion, finaliser les travaux d'assainissement qui doivent être faits pour la municipalité et les raccordements qui doivent être refaits sur la 132 et dans le secteur municipal, le réasphaltage de la 132 qui va être remis à la municipalité. Vous comprenez un petit peu, là? Ça paraît long, je sais que ça paraît long, mais c'est des travaux, je vous l'ai dit tantôt, ce pas des travaux d'1 million, 2 millions, là, on parle de travaux qui se situent dans une braquette de 25 à 50 millions. Donc, il faut prendre le temps de le faire de la bonne façon. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elles s'adressent aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et visent à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé, là, on va parler
comment gérer un budget quand on a un salaire irrégulier? C'est pas évident, vraiment. Non, c'est pas évident, c'est vrai. Déjà, quand on a un salaire régulier, on a tendance à le budgéter à la paye déjà. Alors, quand on a un sur-appel, quand on est un emploi saisonnier, un emploi temporaire et tout ça, évidemment, oui, ça demande une gestion un petit peu différente, mais un petit peu plus serrée aussi. Alors, est-ce qu'on peut planifier ça mois par mois ou à l'année, ou comment ça fonctionne? Bien, ça serait le fun mois par mois, mais ça va être difficile. C'est sûr que quand on occupe un emploi avec un salaire qui est non seulement inconstant dans le temps, mais en plus dans les montants, on ne peut pas se fier un mois sur un autre. L'idéal, là, c'est qu'on va aller voir dans la dernière année. On va sortir notre relevé d'impôt. On va regarder dans les 12 derniers mois qu'est-ce qu'on a gagné au réel. Si on a aussi les 24 derniers mois, c'est encore mieux parce qu'on le sait, d'une année à l'autre, ça fluctue généralement. Et puis, on va prendre le plus petit montant des deux. Pourquoi? Mais parce qu'on aime mieux être conservateur, puis on aime mieux avoir à gérer un surplus d'argent qu'un manque d'argent. Oui, c'est pas facile, un surplus, hein? Non, non. Oui, on ne sait plus hein, où est-ce qu'on va le mettre, ce surplus-là. Mais si on a un budget, par exemple, justement, où est-ce qu'on est un peu plus serré, peut-être que quand on va avoir un surplus, on va faire « Ah, je respire mieux, là, avec, je vais pouvoir, je sais. » Ou, tiens, tout simplement, je vais profiter davantage de la vie. Ce qui est important, là, c'est de prendre le montant qu'on a fait dans l'année, de le diviser par 12, tout simplement, puis on va se donner une moyenne. Là, je sais que c'est pas facile. Mais en même temps, il faut se rappeler que c'est parce que quand on est, si par exemple, je pense à un emploi saisonnier, ou est-ce que quand on est en emploi, là, dans le temps de travail, les paies rentrent et on vit à 100% de notre paye. Alors qu'on sait que le chômage va arriver plus tard. Et le temps que je reçoive le chômage aussi, c'est une période à vivre où je n'ai pas, j'ai pas 100% de salaire, j'ai même pas 25% à ce moment-là, j'ai 0. Donc, on le réétale sur 12 mois parce que quand je vais travailler, l'idéal, c'est de ne pas dépenser mon 100%. Ça va être d'en mettre de côté pour quand va arriver les périodes creuses. L'idée, c'est qu'on ne veut pas avoir une année qui fait ça comme ça. On va essayer de se mettre une année qui se stabilise, qui est moins stressante. Où est-ce qu'on sait que les comptes vont pouvoir se payer même si on ne travaille pas? Mais c'est pas facile quand même de tout le temps mettre un petit montant de côté. Mais d'un autre côté, si on s'endette pendant la période où on ne travaille pas, bien là, il faut payer nos dettes. Ça revient presque au même. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est ça, si je me suis endettée pendant que je ne travaillais pas, quand je me remets à travailler, je ne peux même pas en profiter complètement. Je suis encore en train de payer des dettes d'avant. Et pire que ça, je paye des intérêts. J'ai encore moins d'argent dans mes poches, puis c'est même pas mon propre profit, c'est au profit de compagnies qui m'ont prêté de l'argent, qui, elles, n'en manquent pas. Donc, on va vraiment essayer de se donner une rigueur. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai que ça demande un certain travail, mais il n'y en a pas de miracle. Puis, en fait, notre choix se situe à est-ce que ben, je vais y aller comme ça vient, avec le stress qui vient avec ça, ou je me dis, OK, je m'accorde, il y a un petit travail à faire, mais après, je peux filer là-dessus. Parce qu'on s'entend que les dépenses à chaque mois, et voire d'année en année, à moins d'un changement majeur là, dans notre situation de vie, là, par exemple, séparation, feu de maison. Une auto qui tombe en rack. Ben oui, c'est ça. Puis, à moins de changements majeurs, les montants restent sensiblement les mêmes. Et ça permet, donc, c'est sûr que, là, il y en a qui vont dire, bien, j'ai un coussin. Mais là, il faut distinguer des choses. Hein. Il y a le coussin, ça, c'est pour des imprévus. Ça, c'est, par exemple, on parlait d'auto qui tombe en rack. Bien, si l'auto tombe en rack, ça, c'est un imprévu. Je n'ai pas prévu quand, combien, comment. L'auto, elle allait bien, puis aujourd'hui, elle va plus bien. Bon. Mais si je le sais que je vais être au chômage dans 6 mois, si je sais que je surappelle, puis que, disons que je suis en hôtellerie, il y a une période creuse, on a moins de monde en février, c'est pas un imprévu, je le sais. Un imprévu, je le sais pas. Alors, il y a le coussin, soit, mais on pourrait s'ouvrir un deuxième compte, où est-ce qu'on colle l'argent pour quand on va arriver dans les périodes creuses, où est-ce que j'ai pas de revenus, où je suis au chômage, c'est là que ça va m'aider à payer mes comptes. Et il y a aussi une façon qu'on peut faire pour savoir exactement combien qu'on dépense durant l'année. C'est une méthode un peu ardue, mais c'est faisable. Hein? C'est très faisable. La preuve, je l'ai faite pendant 12 mois. Moi, tout ce dont je parle, je l'ai testé. Pendant un mois minimum. Mais vous pouvez le faire tout au long de l'année. Là. Pendant un mois minimum, on ramasse toutes ces factures. Même la réglisse à 65 sous. Pourquoi? Parce que dans un budget, on a tendance à fonctionner avec des prévisions.
Et les prévisions, c'est un fabuleux mélange entre une impression et un idéal, hein? Mais c'est vague, là. Tandis que les factures ne mentent pas. Notre cerveau, il peut nous mentir, il peut oublier. Les factures, c'est noir sur blanc. Alors, ça nous permet de voir combien je dépense réellement dans chaque secteur. En alimentation, c'est pas vrai que j'ai une épicerie à 200$ parce que je suis retournée 3 fois chercher du lait, des œufs puis des chips parce qu'on a eu de la visite. Fait que finalement, mon épicerie, c'est pas 200, c'est 235. Mais 235, à chaque fois, ça s'accumule. Donc, avec les factures, le premier mois, ça se peut qu'on en oublie quelques-unes. C'est une habitude à prendre. Deuxième mois, on en a oublié moins, mais encore un peu. Généralement, au troisième mois, on les a toutes, puis on est capable de se faire un budget plus réaliste. On peut y prendre goût, finalement. Alors, pour se faire un budget, est-ce qu'on peut aller consulter votre site? Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut aller chercher? Absolument. On a des feuilles budget, soit au bureau, sur notre site Internet aussi. Et puis, vous pouvez aller sur acfpéninsule.ca ou nous téléphoner, tout simplement. On va pouvoir vous guider, puis on peut même le faire avec vous. Si vous n'êtes pas certain puis mêlé, là, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Chloé. Ça fait plaisir. Voici maintenant une belle occasion à saisir pour toutes les entreprises qui souhaitent avoir une excellente visibilité en avril. Voici Guylain Raymond qui vous invite au Salon Aventure. Guylain, on est ici pour parler du Salon Aventure qui s'en vient au mois d'avril. Mais là, on est là pour inviter un peu les exposants parce qu'il y a beaucoup de place pour eux cette année. Bien, c'est sûr qu'avec l'Arena, le Salon Aventure, Planage, Chasse à pêche, la première étape, c'est d'attirer les exposants. C'est un travail quand même de long terme d'attirer les exposants. On a jusqu'au mois de mars au moins pour attirer les gens. On a 45 emplacements. À date, on a vendu des emplacements. On a du monde qui ont été approchés, qui vont nous donner des réponses. Fait qu'on travaille fort là-dessus. Les gens peuvent communiquer avec nous ici au service des loisirs au 418-756-3444, le poste 1320, ou par courriel. Et c'est la 5e année que ça se passe. Comment ça s'est passé, justement, là, 2 ans? Bon, c'est la 5e année. Il y a 2 ans, on a eu quand même au-dessus de 2000 personnes qui sont venues nous voir, tout ça. C'est certain qu'on travaille fort pour mettre de l'animation, pour attirer les familles. On travaille pour aussi donner des beaux prix de présence aux visiteurs. Autant les exposants font tirer des prix de présence, autant nous, l'organisation, on fait tirer des prix de présence. Fait que cette année, on est en train d'organiser notre programmation là-dessus encore. Ce qui est intéressant aussi pour les exposants, c'est que c'est certain que c'est beaucoup leur public cible qui va être là parce que c'est une thématique qui est particulière. Et cette année aussi, il va y avoir l'habitation. Ouais, cette année, on a rajouté, il y avait des gens qui nous demandaient du côté habitation s'ils pouvaient venir, tout ça. Fait qu'on a rajouté un peu des espaces pour l'habitation, tout ça. Fait que cette année, tout ce qui touche l'habitation, la construction, les nouveaux produits, que ce soit la rénovation, vous avez de quoi que vous voulez montrer à la population matapédienne, vous venez ici sur place, puis vous allez pouvoir le montrer aux gens. Puis on favorise toujours les gens locaux en premier parce qu'on veut que ça reste dans la région. Mais c'est sûr que si on a des refus dans certains domaines, on va s'ouvrir un peu, mais on veut rester dans la MRC. Alors, on rappelle les coordonnées pour vous contacter si un exposant veut venir ici à Cause-Abscale. Le 418-756-3444 de poste 1320. Merci beaucoup. Merci. Lorsque nous travaillons tous ensemble, les résultats peuvent être surprenants. Voici Denis Lavallée et Laurence Pelletier. Nous sommes ici parce que la récolte des boîtes a été faite et j'aimerais qu'on en parle encore un peu là, de cette mission-là. Bien, je vais t'avouer qu'on était nous-mêmes surpris ici là, de l'impact que ça a eu dans la communauté, là. Mais nous autres, en tant qu'Église, on veut poser des actions missionnaires et c'est un des volets missionnaires que nous avons d'envoyer ces boîtes-là. Et vraiment, c'est un choix que les gens font, mais qui font une grande différence dans la vie d'enfants qui sont dans la misère, qui soient dans la maladie. Et vraiment, on prie que ces boîtes-là puissent venir à aider ces enfants missionnaires-là, soit qui sont dans des situations de maladie, de pauvreté, qui sont dans des situations de guerre parfois, où il y a des pays sous-développés. Puis vraiment,
on prie que Dieu puisse permettre à Opération Enfant Noël de pouvoir donner ces boîtes-là aux garçons, aux filles, aux prises avec des situations de vie. Et, Il y a une prière aussi qui est donnée dans la boîte. Oui, chaque enfant va pouvoir avoir accès à entendre, s'ils le veulent, le message de l'Évangile d'amour, que Dieu est un Dieu d'amour, qu'on sait que Dieu lui-même qui a donné son Fils, Jésus, il nous a donné l'amour. Puis ces boîtes-là sont un signe vraiment évident pour les enfants il y a quelqu'un dans le monde qui a pensé à moi. Et ça, c'est assez intéressant parce que dernièrement, mais sur le DVD promotionnel, il y a un témoignage d'une dame de la Roumanie qui mentionnait qu'à l'âge de 9 ans, elle a reçu une boîte cadeau. Puis elle était toute excitée d'avoir eu cette boîte-là. Puis elle mentionne dans son témoignage, elle dit, quand j'ai reçu le cadeau, elle dit, je ne voulais pas ouvrir la boîte tout de suite. Elle dit, je l'ai emmené chez nous. Puis elle dit, dans ma chambre, elle dit, j'ai ouvert la boîte pour avoir juste le fait de l'émotion d'ouvrir son cadeau que quelqu'un avait pensé à elle. Et ça a pris quelques jours avant qu'elle ouvre même son cadeau. Puis dans la boîte, elle avait des petites, comme un calepin de notes, un journal quotidien, un journal là, personnel, puis elle aime beaucoup écrire. Juste un petit détail comme ça a fait une grande différence pour elle. Puis aujourd'hui, elle est adulte, puis elle a elle-même des enfants, puis elle participe à ce travail missionnaire. Elle est ici au Canada, puis elle nous compte comment est-ce que quand elle a ouvert sa boîte, elle était toute étonnée de voir qu'une famille avait pensé à elle. Et elle avait même eu une photo de la famille en question qui avait remis cette boîte-là et en mentionnant que Dieu l'aimait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et ça a vraiment bien fonctionné cette année. Combien de boîtes avez-vous recueillies finalement? On a recueilli 78 boîtes des dons que les gens nous ont amenés, que Laurence tantôt va vous parler. Puis ici, on en a, je crois, 30 du Centre chrétien d'Amqui. Et vraiment, on a informé la population pour qu'ils puissent y participer à ce geste d'amour-là. Puis, je vais vous laisser Laurence parler de comment est-ce qu'elle a été touchée là, de cette action-là. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Laurence, ça a vraiment bien été pour aller, pas convaincre les gens, mais leur donner l'idée de donner un cadeau outre-mer. Parle-moi comment ça a été pour toi. Ah, ça a très bien été. Les gens... Au début, on n'osait pas trop les solliciter, mais quand on s'est imposé, les gens ils ont bien reçu, ils nous ont donné, ils ont été généreux. Et seulement entendre le nom « enfant », des fois, les gens passaient, ils tournaient de bord vraiment pour voir, parce que je trouve que la population d'Amqui aime beaucoup les enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu se lier avec nous. Et ils étaient contents de savoir, parce qu'ils ne connaissaient pas Opération Enfant Noël, hein, puis c'est une source pour bénir les enfants, leur donner de la joie. Alors, ils ont participé à ce bonheur. Et je veux remercier cette population. C'est grâce à eux qu'on a atteint notre objectif, plus de 100 boîtes. Seulement avec eux autres, on a ramassé 921 $. Et c'est avec ça que j'ai pu faire 78 boîtes. C'est beaucoup de travail quand même, 78 boîtes. Combien de temps ça peut prendre, tout ça? Bien, c'est sûr, mais j'étais pas seule. J'avais une équipe de bénévoles avec moi et c'est ça qui m'a encouragée à me lancer dans ce projet, parce que c'est sûr que c'est du travail. Mais ensemble, ça nous emmène plutôt un bonheur, puis la joie, puis ça s'est très bien fait. Fait que je suis contente. Alors, merci beaucoup et on remercie évidemment toute la population qui vous ont suivi. Merci. Oui, un grand merci et je crois que l'an prochain, on va être encore là. Ça va nous faire plaisir. Merci. Espérons que tous leurs efforts pour préparer leur prochain souper-concert de Noël engendreront autant de solidarité et de générosité pour le projet musique de l'École de Val-Brillant.
Les billets sont gratuits, mais vous devez vous les procurer pour réserver votre place. Téléphonez au 88 629 54 12 pour le faire avant le 7 décembre. La plupart d'entre nous apprécions la période de festivité qui approche, mais pour celles et ceux qui vivent avec l'anxiété, c'est autre chose et Rayon de partage pourrait les aider. Voici Nani Godet. Nani, on vient de voir ton intervention que tu as fait au Communauté. Tu parlais des ateliers sur l'anxiété. Tu disais qu'on allait se rencontrer. Eh bien, on se rencontre aujourd'hui pour pouvoir donner plus de détails sur ces ateliers. D'abord, dis-moi en gros ce que c'est. Oui, bien, tout d'abord, les gens vont peut-être voir ces petits dépliants-là qui sont un peu partout dans différents commerces, différents endroits de la vallée. Ces ateliers-là, en fait, ça découle des ateliers J'avance, du groupe Revive. Revive est un groupe basé à Montréal qui sont spécialisés en troubles anxieux, aussi en dépression. Nous, on utilise davantage le volet autogestion de l'anxiété. Alors, on reprend leur matériel. C'est des ateliers qui ont été faits avec des gens qui vivaient l'anxiété, des médecins, des psychologues, et ils ont fait, en fait, c'est des fascicules. Pendant les 10 semaines, les gens... Les intervenantes qui vont accompagner le groupe se basent sur ces fascicules, puis les gens repartent avec ça. Alors, c'est ça. Comme je le dis, c'est 10 semaines. Les gens qui sont intéressés à faire les ateliers, des fois, peut-être qu'ils se questionnent. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je vais me reconnaître là-dedans? C'est certain qu'à la base, c'est pour des gens qui vivent l'anxiété. Ça peut être de différentes façons que l'anxiété va se manifester, mais la personne peut venir rencontrer les intervenantes. De toute façon, au préalable, pour former le groupe, on rencontre les gens pour voir leurs attentes, leurs besoins, puis pour leur expliquer c'est quoi les thèmes de chaque semaine, les ateliers, en quoi ils sont composés. C'est important parce qu'il faut s'engager pour les 10 semaines. Certainement. C'est pas une démarche qu'on fait à peu près. On le fait parce qu'on veut avoir un mieux-être, se sentir mieux. Alors, c'est un engagement qu'on prend. Fait que c'est important de prendre le temps. Nous, on rencontre toutes les personnes pour leur expliquer la démarche, c'est quoi. Puis, je peux quand même vous donner un petit aperçu des 10 semaines, c'est quoi les thèmes. Il y a mieux connaître son anxiété, s'observer de façon plus juste, revoir ses habitudes de vie, adopter une méthode pour résoudre ses problèmes, l'évitement et l'exposition, l'acceptation et la remise en action, voir les choses autrement, la gestion des émotions, bénéficier du soutien de son entourage et consolider sa boîte à outils. C'est-à-dire qu'à la 10e semaine, là, on revoit tout ce qui s'est fait pendant les 10 semaines, puis on regarde de quelle façon qu'on va pouvoir là, s'en servir plus tard. Puis les groupes, excuse-moi Nathalie, les groupes aussi se revoient. Quelques semaines après les 10 semaines, le groupe se rencontre pour un repas, puis ils partagent comment ils ont vécu la suite des choses chez eux. Et est-ce qu'il y a des bons résultats jusqu'à maintenant? Est-ce que vous voyez une différence chez les participants? Ah ben les gens nous ont transmis plein de commentaires positifs comme quoi ça les avait aidés. Certaines personnes ont pu reprendre des activités qu'ils ne faisaient plus. Il y a des gens aussi qui étaient en arrêt de travail dû à l'anxiété. Fait que ça leur les a aidés dans différentes facettes de leur vie, des choses que, là, c'était... vous savez, des fois, il y a de la médication, on va chez le médecin, on va chez le psychiatre, chez le psychologue, il y a la médication des fois qui est nécessaire, mais il y a aussi tout le volet qu'on a besoin d'aller plus loin. Puis par cette démarche de groupe-là, ben, on se sent moins seul avec notre problème, on voit qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose. Fait que c'est vraiment... pour ça, de partager, de dire « Ah, mais, hey, toi aussi, là, la nuit, là, ça dort plus, tu sais? » Ça peut être comme ça. Fait que c'est vraiment, c'est bénéfique, un atelier de groupe comme ça. Puis ce qui est bon que je vais mentionner avant de l'oublier, il y en a un de jour, en après-midi, et un de soir. Alors, il y a des gens qui, pour différentes raisons, ils peuvent pas dans le jour, bien, soyez rassurés, il y a un groupe de soir. Et pour s'inscrire, comment on fait?
on nous appelle ici à Rayon de partage dans le 418-629-5197. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel rayondepartage@commercialglobetrotter.net. On va vous répondre. Puis, le groupe démarre en janvier. Sur les petits feuillets, vous allez voir, c'est inscrit qu'on doit s'inscrire avant le 14 décembre. Par contre, faites vite parce que vous savez, comme je vous disais, il y a la démarche de rencontre individuelle. Puis, si les groupes sont complets, vous n'aurez pas votre place. Alors, le groupe débute en janvier, mais toute la démarche doit se faire dès maintenant. Alors, merci beaucoup, Nani. On invite tous ceux qui croient en avoir besoin de ne pas hésiter. Merci. Oui, puis j'ajouterais, si vous avez des gens autour de vous qui vivent l'anxiété, vous savez là, que ça va plus, là, l'anxiété est à son maximum, bien, incitez-les, donnez-leur l'information ou appelez-nous pour avoir davantage d'informations pour leur transmettre. Parce que des fois, là, la personne étant anxieuse à la base, va avoir de la difficulté, ne sera pas capable de faire la démarche. Par contre, si quelqu'un d'autre lui dit « Hey, je pense que ça te ferait du bien, je pense que c'est le temps là, que tu te fasses un cadeau pour aller mieux. » Si la personne se le fait dire, peut-être que sur le coup, elle va dire non, non, non. Puis après, l'idée va faire son chemin, ça va germer. Il faut semer des graines. Hein? Vous savez, on est des jardiniers, il faut semer des graines. Alors, ça va faire son chemin. Puis, ça peut que être bénéfique pour cette personne-là. Puis vous qui faites partie de son entourage, que des fois, vous trouvez ça difficile, vous ne savez plus quoi lui dire, je pense que c'est le moment là, de prendre ça au passage. Puis 10 semaines, ça semble peut-être long, mais ça va tellement vite. Les gens, à la fin, disent « Oh, c'est déjà fini! » Voilà. Et ça peut être le commencement d'une nouvelle vie. Alors, merci beaucoup, Nani, encore une fois. Merci. Passons maintenant à notre Babillard Express. Une nouveauté cette année, nous vous donnons la chance de partager vos vœux de Noël à vos proches, vos clients, vos amis sur les ondes de Nous TV au Canal 4 de Cogeco. Imaginez leur surprise lorsqu'ils verront que vous avez pensé à eux. Informez-vous au 418-629-4503 pour connaître la procédure. Cosmos Matapédia revient cette année avec les Journées des familles d'hiver pour le plus grand plaisir des tout-petits. La première journée se déroulera à Amqui. À la salle communautaire, les populaires structures gonflables seront érigées en plus du maquillage pour enfants, d'un conte et de la visite du Père Noël. Simultanément, d'autres activités auront lieu à l'aréna et à la piscine. Le 9 décembre, c'est à Valbriand que ça se passe. Spectacle de Noël, visite du Père Noël, bricolage, activités extérieures avec les pompiers et tirage de prix de présence. Le lendemain, à Sébec, vous pourrez voir ou revoir le spectacle de Noël, puis au Centre sportif David Pelletier, dès 13h30, ce sera le retour de la fameuse disco sur glace. Le 16 décembre, Saint-Noël accueille Clopin-la-Nouille et sur la rue principale, l'unique parade de Noël cette année dans la vallée de la Matapédia qui défilera sur la rue principale. Habillez-vous chaudement et admirez le travail. La dernière journée des familles d'hiver se déroulera à Cozapscal. Les enfants sont invités à enfiler leurs plus beaux pyjamas pour voir un film de Noël à la salle de spectacle Gérard Charrette, puis en après-midi, l'aréna se transforme en Far West pour accueillir de façon originale le Père Noël. Bravo à tous les comités de loisirs des municipalités concernées et à Cosmos Matapédia pour toute cette organisation. Les annonces de notre Babillard Express que vous venez de voir se retrouvent également au Canal 4 de Cogeco Câble et c'est aussi à cet endroit que vous et toute entreprise pouvez faire vos vœux de Noël à peu de frais. Toute une surprise à faire aux abonnés de Cogeco que vous connaissez, comme par exemple les joueuses et joueurs de bingo qui seront au rendez-vous ce dimanche à 12h30 puisque c'est 1 000 $ pour la carte pleine. Bonne chance à toutes et à tous et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.